Bonjour et bienvenue à notre toute dernière session du parcours vers les sociétés écologiques de demain. Aujourd'hui, on va parler de la grande réparation, mais avant, vous voyez à votre écran normalement la récapitulatif de cette année qu'on a traversée tous ensemble. Et donc, on arrive à la toute fin, la toute dernière session ensemble où on va essayer de récapituler un peu tout ça. Et donc, aujourd'hui, avec la réparation, c'est une notion qu'on a un peu évoquée tout au long de la séquence 2 sur la question de la destination, avec notamment dans la session 7, la question des sociétés écologiques, à quoi ça pourrait ressembler, avec l'agriculture et l'architecture, la réparation des villes et des campagnes, et également le mois dernier, le temps passe vite, dans la session 9 avec la question de la technique et donc la réparabilité, il était très important. Et donc, lors de cette dernière session, on a évoqué une sorte de processus de tri qu'on pourrait appliquer à la société industrielle dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, ce processus de tri, donc on a évoqué ce processus de tri qu'on pourrait appliquer à la société industrielle alors qu'on va vers les sociétés écologiques, de poser la question avec Murray Bookchin de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on transforme et qu'est-ce qu'on invente. Et donc, l'enjeu de cette session aujourd'hui, c'est d'aller un cran plus loin pour poser la question de qu'est-ce qu'on va faire après la fin de la guerre contre la nature pour préparer cette ère de réparation d'un monde abîmé où plein de choses ont été tuées, étouffées, dégradées. On a beaucoup parlé de la 6e extinction lors du premier semestre. Et donc, pour nous, cette grande transition, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est une proposition alternative à la transition écologique. Et donc, pour nous, la réparation représente un horizon pour aller justement vers les sociétés écologiques de demain. Et donc, aujourd'hui, notre plan est un peu différent d'habitude. Il se décompose en 2 parties. Donc, d'abord, on va examiner les différentes situations. On va faire un peu un état des lieux de qu'est-ce qu'il y a à réparer au moment de ce cessez-le-feu, pour l'instant théorique, avec la nature. Et ensuite, on va regarder les différents sens de réparation, qui peut être réparer, régénérer, guérir, refonder. On va voir, c'est presque un to-do list pour la reconstruction après la guerre contre la nature. Et donc, pour notre cohorte qui nous suit depuis le début, on a fait une petite reading list qui évoque quelques voies vers la réparation sur différents continents. Donc, en Colombie, avec Arturo Escobar, la notion de biorégion pluriverselle, l'idée d'une paix territoriale pluriverselle. Vous verrez que
on l'évoquera en détail plus tard, mais l'antimilitarisme, le pacifisme est au cœur du mouvement écologiste depuis ses débuts. Et on va voir ça avec les différents cas qu'on va voir aujourd'hui sur la réparation après-guerre. Ensuite, depuis les Amériques, vous avez un extrait d'un article par Yves Tuck et Kay Wayne Young le titre est assez clair, la décolonisation n'est pas une métaphore. On aura l'occasion d'élaborer sur ce point avec la question des réparations pour les peuples autochtones. Ensuite, depuis l'Inde, Vandana Shiva nous invite à une agriculture réparatrice qui régénère les terres au lieu de les dégénérer. Et depuis le Japon, à Takayama Shigeatsu, encore une fois, on en parlera en détail tout à l'heure, nous invite à se reconnecter à nos lieux de vie, à faire des alliances au sein de nos bassins versants. Et ensuite, au Kenya, Wangari Maathai, dans cet extrait de son livre Réparons la Terre, nous invite à faire juste ça à travers l'exemple de son Green Belt Movement qu'on évoquera aussi tout à l'heure. Et donc on va commencer sur cette première partie. Alors pourquoi parler de après-guerre? Alors merci Georgia. Donc c'est vrai, vous vous rappelez, on a passé une année ensemble, vous avez avancé, réfléchi, mais nous aussi, on est les premiers à avoir avancé et réfléchi en préparant toutes ces sessions les unes après les autres. Pourquoi l'après-guerre? Pendant cette année qu'on a passée ensemble, on a tous beaucoup avancé, mais nous les premiers, c'est-à-dire que cette formation-là, on l'a écrite au fur et à mesure, en dialogue aussi avec vous, en voyant ce qui revenait de votre côté. Et c'était au début, on avait un propos critique sur la transition écologique, on voyait bien tout ce qu'elle portait de problématique, mais on n'avait pas forcément une solution clé en main, une solution de remplacement, et c'est un truc qui revenait très fort dans tout le premier semestre, votre attente d'avoir des réponses concrètement, qu'est-ce qu'on fait et tout, et on vous disait, vous vous rappelez, attendez, le temps des réponses n'est pas encore arrivé, il faut qu'on aille au bout du diagnostic, il faut qu'on remobilise toutes les pensées d'écologie, on a un siècle d'intelligence collective à récapituler, on n'a pas une réponse qui est toute prête, et c'est vrai qu'on ne l'avait pas, mais là en s'approchant vers cette dernière session, je crois qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui est le plus près de la réponse qu'on pourrait vous apporter. Donc ça arrive peut-être un peu tard, peut-être vous en avez marre, vous avez même plus envie d'entendre cette réponse, mais si vous avez encore envie, ouvrez grand les oreilles. Il faut que je ferme le micro. Ouais. Ouvrez grand les oreilles parce que ça y est, on s'approche enfin de ce qui pourrait être pour nous des véritables réponses. Quelque chose est en train de se dessiner à l'horizon en termes de logique de projet autour de cette notion de réparation qui est montée au fur et à mesure pendant cette année-là et qui aujourd'hui nous paraît être la confluence de toutes les petites rivières qu'on a vues pendant l'année qui convergent vers ce grand fleuve. Alors la première chose, c'est que si on veut penser réellement un horizon de réparation, on est obligé d'avoir une sorte de préambule, et c'est tout l'enjeu de cette petite partie 1, c'est un peu une sorte de préliminaire. Il ne peut pas y avoir de réparation sur un champ de bataille. Donc pour qu'on puisse penser vraiment la réparation, il y a une condition théorique, c'est que, il y a une condition pratique, mais qu'on va imaginer en théorie, il faudrait que le feu cesse, que la guerre contre la nature qui est menée chaque jour avec un projet industriel, du forage, des minerais, cette guerre de la nature qui est au cœur du projet moderne, il faudrait qu'elle s'arrête. Alors je sais bien que ce cessez-le-feu n'a pas encore eu lieu, ou alors on fait genre il a eu lieu, mais il n'a pas eu lieu. Vous voyez ce que ça veut dire, peut-être en décembre 2025, ça fait écho avec d'autres actualités aussi, des cessez-le-feu qui sont censés avoir lieu mais qui n'ont pas lieu. Comme la transition qui n'a pas lieu. Par exemple, ouais, mais il y en a d'autres, ouais, il y en a plein. Et donc, il faudrait imaginer un vrai cessez-le-feu. Donc, on vous propose, dans cette session-là, de s'extraire un tout petit peu du présent, non pas pour aller vers une utopie vaine, mais pour aller vers ce moment où la guerre s'arrête. Quand on est dans la guerre, c'est dur d'imaginer la fin de la guerre, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les résistants, ils prévoyaient aussi le moment où la guerre va s'arrêter. Et donc, il faut faire cet exercice de pensée, cette expérience de pensée, l'idée que cette guerre contre la nature s'arrête, l'idée qu'à un moment ou à un autre, toute guerre s'arrête, tout finit par s'arrêter. C'est un peu contre-intuitif, c'est un peu bizarre, on est engagé dans cette guerre, mais on peut se dire qu'à un moment, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, elle va s'arrêter. J'espère pas dans 200 ans. Et donc, ici, donc, ça nous met dans une posture un tout petit peu différente de toutes les autres sessions. On n'est pas ici dans l'analyse critique du présent, on n'est pas dans la récapitulation critique de l'histoire passée, on n'est pas non plus dans une espèce d'utopie fleurie, on essaie de se mettre dans ce temps historique-là, fatal, qui devrait arriver, ce moment où la guerre s'arrête.
Il faut qu'on arrive à imaginer ce truc-là. Et ça résonne beaucoup avec cette phrase qu'on aime bien de Isabelle Stengers dans le petit poche que Marin tu avais fait avec elle, où elle disait « Que peut-on fabriquer aujourd'hui qui puisse être éventuellement ressource pour ceux et celles qui viennent ?» C'est un peu dans cette idée-là. Si la génération d'après, à un moment, la guerre s'arrête, qu'est-ce qu'on pourrait préparer dès maintenant? Des munitions positives, des munitions de... Des amulettes, a dit Isabelle Stengers. Des amulettes, c'est mieux que des munitions. Ouais. Des amulettes pour préparer cette après-guerre. Alors, le mot d'après-guerre, je trouve que... Alors, oui, on peut... Alors, sur le côté fatal de cette paix, ça peut paraître complètement utopique de vouloir la paix, mais j'aimerais bien qu'on pense ça comme un truc presque énergétique, c'est-à-dire que cette dépense d'énergie, vous vous rappelez cette slide qu'on a montrée plusieurs fois, l'énergie elle est montée, tout ce qui monte doit redescendre, à un moment il faudra bien qu'on aille vers la descente énergétique, et de la même façon j'ai trituré le schéma pour dire qu'avant le pic de la modernité, avant la guerre contre la nature, il y avait des mondes écologiques, et que après fatalement, il y en a. En tout cas, c'est cette idée-là qui a une sorte de fatalité de la paix à un moment. C'est un peu l'idée qui porte cette histoire-là. Si on pense après-guerre, qu'on se met dans cet exercice cette expérience de pensée, là, pardon, j'accélère, les amis. L'après-guerre, c'est une notion que je trouve très belle, y compris sur le plan historique, poétique. Des après-guerres, on en a connu, lorsque tout d'un coup, voilà, la violence s'arrête, la vie revient. Il y a un film emblématique de ce que c'est que l'après-guerre qui s'appelle La vie, rien d'autre de Bertrand Tavernier, qui est un film extraordinaire, je vous conseille. Donc là, j'ai juste mis ça pour nous mettre dans l'ambiance de l'après-guerre. Il y a un militaire ici qui est chargé de compter les soldats disparus. Et face à lui, il y a Sabine Azema, qui est en fait une dame qui a perdu... Enfin, elle ne sait pas, son mari a disparu, mais on ne sait pas. On essaie de voir qui a disparu, qui est mort, qui n'est pas mort. C'est ça qui se passe dans les après-guerres, on compte les morts. Et donc, évidemment, comme la vie reprend dans l'après-guerre, ils vont tomber amoureux. Je vous ai un peu spoilé le film, mais c'est très beau sur cette histoire de la résurgence de la vie dans l'après-guerre. Alors, si on se projette dans cet horizon de l'après-guerre, qu'on essaie de penser qu'est-ce que ça peut être l'après-guerre contre la nature, une vision dont on ne parle pas assez souvent, je trouve. On est trop dans la lutte contre la guerre, contre la nature. Mais en fait, essayons de nous projeter en ce moment où la guerre s'arrête. Qu'est-ce qui se passe dans les après-guerres ? On fait des choses en fait typiques dans les après-guerres. On compte les morts. Alors, les morts humaines, dans le cas de la guerre de 14, comme c'est le cas de ce film, dans notre cas, ce serait les espèces disparues, les habitats disparus, les équilibres qui sont perdus. Il y a aussi un travail de deuil qui est à faire, hein, c'est-à-dire que, voilà, toutes ces choses perdues, il y a un travail à la fois d'acceptation et aussi de mise en monument de la mémoire, d'une tristesse qu'il faut traverser pour que la vie puisse reprendre. Et évidemment, il y a tout le travail de la reconstruction. C'est ça qui attend les après-guerres. Reconstruction qui n'est en général pas à l'identique. On reconstruit autrement. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a reconstruit autrement, d'ailleurs, avec le développement en l'occurrence. Cette reconstruction, on peut l'entendre au niveau matériel, c'est évidemment les habitats, donc ça veut dire refaire des habitats différemment. On peut l'entendre au niveau humain, au niveau de la santé, il faut reconstruire des séquences post-traumatiques, enfin il faut ouvrir des séquences post-traumatiques, donc soigner des traumas, reconstruire on peut l'entendre au niveau culturel aussi. Au niveau institutionnel, par exemple après la Deuxième Guerre mondiale, on a inventé la Sécu dans les pays européens, c'est un grand changement institutionnel. Alors nous, en écologie, qu'est-ce que ce serait cette après-guerre ? Quels seraient les chantiers les plus vitaux si on devait aujourd'hui se projeter dans cet horizon où, ouf, ça y est, on arrête la guerre contre la nature ? Il y a 3 immenses chantiers qu'il va falloir commencer, en fait, je dirais dès maintenant, hein, et d'ailleurs, ils ont déjà commencé ici et là, en réalité. Alors, on en a choisi 3, ce serait peut-être discutable, on pourrait en choisir d'autres, mais il y en a 3 qui nous semblaient s'imposer. Donc, on pensait... Ah oui, j'avais cette slide. Donc il y a 3 chantiers qui nous semblent vitaux, c'est, pour le dire très vite, les sols, les eaux et la santé humaine. Les sols, parce que les sols sont le placenta des êtres vivants, dans le sens où c'est d'eux que nous nous nourrissons. Nous nourrissons de ce qui pousse dans les sols. Si les sols sont abîmés, morts, pollués, nous sommes nous aussi malades. Et donc c'est une condition vitale. Et comme il y a eu une énorme dégradation des sols, il y a un chantier de remédiation, de reconstruction, de revitalisation des sols qui est considérable et qui est mondial. Au niveau des eaux, c'est pareil. Les abus de l'irrigation, notamment, ont créé une eau, et les polluants ont créé une eau qui se raréfie et qui se pollue. Donc, l'eau, c'est pas un détail. Nous sommes en grande partie de l'eau nous-mêmes. Et donc, si ce que nous sommes est raréfié et pollué, c'est un problème très grave. Donc, cette question de reconstitution des cycles de l'eau, elle est aussi un chantier qu'on peut commencer à démarrer dès maintenant, au moins en assemblant nos savoirs. Et ensuite, dans le domaine de la santé humaine aussi, il y a un chantier qui est déjà en cours. Et du coup, tout ça, on y reviendra dans la partie 2. On va développer tout ça, tu as raison, il ne faut pas que j'en dise trop maintenant.
Et Marin, tu voulais ajouter peut-être... Ah oui, Non, ça va. non. Ok, on enchaîne peut-être avec l'idée. Alors, je te fais une petite transition quand même. Oui. Dans cet horizon d'après-guerre, on va arriver dans des choses qui seront à réparer, mais il y aura aussi des choses, ce sera un champ de ruines aussi, il y aura des choses qui ne sont pas réparables. Donc, avant d'aller vers le grand 2 de la réparation, on voulait faire un petit tour de ce qui n'était pas réparable, pour pas non plus être trop idéaliste, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, dans ce processus de tri de la société industrielle, il y a des choses qu'on va garder et transformer, des choses à inventer, mais il y a aussi des choses auxquelles on se trouve aujourd'hui obligé de renoncer. Il y a par exemple des communs négatifs, ce qu'on peut appeler des communs négatifs. C'est des zones interdites comme Tchernobyl ou comme des sites d'enfouissement de déchets nucléaires. Aussi des champs de bataille qui sont fortement pollués, par exemple aux métaux lourds, comme Verdun par exemple, mais d'autres champs de bataille aussi partout dans le monde. C'est des zones où la nature va finir par reprendre ses droits, mais sur un temps très très long, qui est au-delà de l'échelle de nos vies, même à cette génération. Et donc, il faut interdire l'accès à ces lieux, il faut y renoncer. Il y a aussi des communs positifs que nous avons perdus, dont on pourrait évoquer, il y a une grande nappe phréatique dans le sud de la Chine qui est vide. Il y a aussi plein de nappes phréatiques, c'est le cas dans différents endroits dans le monde. Également la montée des eaux qui résulte du changement climatique qui va faire perdre beaucoup de terrain, beaucoup d'habitats. La fonte des glaciers qui est irréversible en tout cas dans un temps, pas dans un temps géologique mais à l'échelle de nos vies. Le Gulf Stream qui pourrait peut-être s'effondrer, qui serait une perte irréversible, la perte de culture agricole millénaire, etc. Donc pour ces choses-là, il faut non seulement s'adapter, mais il faut faire le deuil, il faut comprendre que ce sont des choses qui sont perdues. Tout n'est pas réparable, en tout cas pas à l'échelle de nos vies, pas à l'échelle des prochains siècles. Tu voulais ajouter quelque chose ? Bravo, tu l'as senti, incroyable. Oui, dans l'idée de faire le deuil, c'est aussi se le marquer dans la mémoire. C'est-à-dire que l'avantage du deuil, c'est qu'on crée un monument mémoriel pour que ça ne se passe plus jamais. C'est aussi ça le travail du deuil, c'est dépasser mais ne pas oublier. Exactement. Il faut dire quand même qu'il y a aussi certains communs négatifs qui restent transformables et qui peuvent rentrer dans cette logique de transformer, donc garder, transformer, inventer. Il y a des choses à transformer. Un exemple, c'est tout le périurbain pavillonnaire. Le fondateur de la permaculture, David Holmgren, propose de transformer ces quartiers pavillonnaires en paysages nourriciers. Avec des jardins. Du coup, au lieu d'un paysage qui est aujourd'hui un paysage moderne par excellence, qui est dépendant de la voiture, qui dépend du supermarché, qui dépend de l'agriculture industrielle, on repatrie en quelque sorte la production alimentaire dans son jardin, au lieu de faire pousser une pelouse magnifique, faire pousser des légumes, pourquoi pas des poules, etc. Donc c'est un exemple de transformation possible. On propose pas de tout balayer du revers de la main. Il y aurait des choses évidemment à adapter, comme on a vu lors de la dernière session. Merci beaucoup. Ouais. Donc dans cette première partie sur la question de la situation, souvent on dit que ce dont on aurait besoin pour amener des sociétés écologiques, c'est des savoir-faire. Et en effet, il y a des nouveaux types de savoir-faire dont on a besoin. Donc quand par exemple on parle de cesser le feu et d'arrêter la guerre, c'est peut-être, on pourrait dire, une forme de savoir ne plus faire, arrêter de faire des choses qui sont destructrices. Quand on parle des questions du fait que tout ne sera pas réparable, en fait, c'est savoir faire avec. Il y a des choses qu'il faudra faire avec certaines situations qu'on pourra pas forcément changer. Et puis, une troisième chose sur laquelle on avait envie d'insister, c'est qu'il va aussi falloir savoir défaire. Il y a des choses qu'il va falloir enlever. Et donc là, c'est toute la question du démantèlement. Question du démantèlement qui part du principe, on l'a déjà vu à pas mal de reprises dans les différentes sessions,
que les territoires sur lesquels on vit, globalement partout sur la planète, ils sont abîmés, ils sont mis au travail, ils sont comme corsetés, et que si on veut que la vie reprenne, il va peut-être y avoir besoin aussi de libérer en partie ces territoires. Donc là, l'illustration que vous voyez sur cette slide, elle est issue de l'Atlas féral de Anat Singh, donc coordonné par Anat Singh et quelques autres personnes. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette image, c'est qu'elle montre l'emprise des infrastructures sur un territoire donné. Vous pouvez voir à la fois des réseaux ferrés, des pipelines, un port, des champs, une grande ville. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, c'est celui-là, le monde du développement. Or, il semble que si on veut aller vers la descente énergétique, si on veut aller vers ces sociétés écologiques, eh ben, il y a quand même une grande partie de cette couche d'infrastructures techniques créées par les humains qui enserrent les territoires et qu'il va falloir enlever, qui sont un peu comme des chaînes de métal et de béton qui sont posées sur les territoires vivants de notre planète. Et donc il y a un intérêt, comme Georgia a commencé un peu à le dire, enfin Baptiste et Georgia tous les deux, mais de faire un peu le bilan de tout ce qui est pollué et abîmé, et de comment est-ce qu'on peut ou pas réparer ces choses-là, et puis aussi faire le bilan de tout ce qui ne nous sera plus utile une fois qu'on ira vers cette grande réparation. Et notamment, il y a des infrastructures techniques qui sont celles de la démesure énergétique. Bah, peut-être qu'on Comme pourra les centrales nucléaires, par exemple. Par exemple, ou d'autres. Enfin voilà, on y reviendra, mais aussi la question des grands barrages sur lesquels je vais revenir juste après. Donc en gros, si je veux reformuler la question, c'est dans une optique de construction des sociétés écologiques, concrètement, on a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait des autoroutes ? Qu'est-ce qu'on fait des zones Céveso, des zones industrielles les plus dangereuses ? Qu'est-ce qu'on fait des pipelines ? Qu'est-ce qu'on fait des grands barrages qui sont sur les fleuves et les rivières ? Bah, nous, on n'a pas de réponse par rapport à ça, mais c'est des problèmes de société auxquels on va être obligé de se confronter. De la même manière, qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture industrielle et de la pêche industrielle ? Comment on transforme nos systèmes de subsistance pour que dans les suds comme au nord, y ait la possibilité en fait d'inventer de nouveaux modes de vie. Et donc, d'une certaine manière, ces questions de démantèlement, de savoir-faire, c'est un peu des formes de contre-ingénierie ou d'anti-ingénierie qui permettraient de redonner de l'espace au processus naturel, que du coup, après ce cessez-le-feu, on puisse à nouveau s'appuyer sur les cycles naturels pour relancer d'autres manières d'habiter la Terre. Et donc, je voulais prendre un exemple qui est celui du démantèlement de deux grands barrages. On a pris une photo d'un, mais de deux grands barrages sur le fleuve Eloi. Donc, le fleuve Eloi, c'est un fleuve côtier d'une petite centaine de kilomètres qui est du côté de Seattle, donc près de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Et c'est une grande rivière à saumon historique, le long de laquelle vit un peuple autochtone amérindien qui s'appelle les Klalam, qui est un peuple qui, depuis des siècles et même probablement des millénaires, vit le long de cette rivière en interaction profonde avec les saumons, à tel point qu'ils ont aussi des totems, des tas de cosmologies, de rapports à l'ancestralité qui sont liés à ces saumons. Or, en 1911, à l'encontre des traités qui avaient été signés entre Amérindiens et colons, il y a deux grands barrages qui ont été construits sur le cours de cette rivière, barrages qui ont empêché la remontée des saumons. On estime qu'il y avait plus de 400 000 saumons chaque année qui remontaient cette rivière, et avec la construction des barrages, il n'y en a plus que quelques milliers, 2 ou 3 000 seulement. Et donc, au fin des années 90, début des années 2000, il y a une grande coalition qui s'est montée entre communautés autochtones, associations de naturalistes, mouvements écologistes, et puis une partie de la classe politique, qui a amené à ce que soit organisée une sorte de convention citoyenne pour décider si oui ou non il fallait garder ce grand barrage, qui était quand même important parce qu'il amenait de l'hydroélectricité et il permettait de faire tourner une grande papeterie qui je crois, il y avait plusieurs centaines d'emplois des localités alentours qui dépendaient de cette papeterie. Mais après plusieurs années de discussions par des habitantes et habitants qui avaient été plus ou moins tirés au sort, la décision a été prise de retirer ces barrages parce qu'ils allaient à l'encontre des traités qui avaient été signés avec les Amérindiens. Et donc,
Ça a duré plusieurs années, mais disons entre 2012 et 2016, il y a eu le démantèlement de ces grands barrages. Et du coup, je veux bien que tu mettes la slide d'après. Là, on est du coup 5 ans après le démantèlement des barrages. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce cas d'étude, c'est que suite au démantèlement des barrages, les saumons sont revenus en masse. Et on estime que d'ici à 2030-2040, il y aura à nouveau 200 à 300 000 saumons, si on suit bien les courbes, sur ce petit fleuve côtier. Il y en avait 400 000 avant, mais du coup, juste pour redire que la vie reprend ses droits de façon vraiment rapide. Et ce qu'il y avait d'intéressant avec cet exemple sur le démantèlement, c'est qu'il nous amène gentiment vers la deuxième partie de notre session du jour et sur la diversité des modes de réparation, sur les multiples réparations qu'on a à mener si on veut aller vers des sociétés écologiques. Et donc vous voyez bien que là, il y a une question infrastructurelle qui est celle d'enlever un grand barrage. Il y a une forme de réparation aussi écologique dans le sens où une fois qu'on enlève ce barrage, comme on peut le voir sur cette image, la nature reprend ses droits, le fleuve recommence à méandrer, des arbres poussent. Mais il y a aussi une forme de réparation historique ou mémorielle qui est celle de dire qu'il y a déjà des peuples qui habitaient sur ces territoires de façon nettement plus écologique que ne le fait l'Occident moderne avant que l'industrialisation n'adviennent. Et donc là aussi, ces questions de réparation, on peut dire un peu plus mémorielles, vont nous intéresser dans la deuxième partie. Peut-être, voilà, juste quand même redire avant de se lancer dans cette deuxième partie que on l'a déjà dit, mais on ne le répète probablement pas assez, ce que montre un exemple comme celui-là, et de la même manière, ce que montrent les questions de cessez-le-feu, en fait, de pacifisme, c'est que vu nos problèmes écologiques, en fait, on a besoin d'un profond changement social, on a besoin d'une vraie transformation sociale si on veut qu'adviennent des sociétés écologiques. Et donc, voilà, on voulait dans une deuxième partie aller vers cette idée que la réparation va impliquer plein de modalités différentes. En fait, il y a différents types de réparation. Et donc, plongeons dans cette diversité. Donc effectivement, là, on va parler vraiment de la polysémie de ce mot réparation qu'on peut approcher, qu'on doit approcher de différents angles, de différentes façons. Si on peut passer au prochain slide. Donc, on va commencer par les réparations plutôt côté institutionnel pour les crimes et les injustices. Donc là, vous avez une citation de l'instance permanente pour les personnes d'ascendance africaine de l'ONU qui dit « Il n'y aura pas de justice climatique et environnementale durable, ni de transition inclusive et équitable sans justice restaurative et économique à l'échelle mondiale. » Et ça, c'est une formulation institutionnelle de quelque chose qui a été formulé sur le terrain à différents endroits par différents peuples, mais notamment à travers le concept de justice environnementale, une notion qui émerge aux États-Unis dans les années 80, où les communautés racisées luttent contre le déversement de produits toxiques à côté de leurs habitations. On peut penser à Cancer Alley en Louisiane ou le comté de Warren en Caroline du Nord où ce mouvement va commencer en partie. Et dès les années 90, un lien se crée avec ce mouvement de justice environnementale états-unienne, entre ce mouvement et ce que Joan Martinez-Allier appelle l'écologisme des pauvres. Et donc Martinez-Allier est un économiste espagnol et cet écologisme des pauvres existe en Amérique latine, en Afrique, en Asie et c'est un mouvement en fait comparable à ce qui se passe avec le mouvement pour la justice environnementale. Et là, Martinez-Allier, il pose une question éthique, en fait, qui est la question éthique qui est amenée par ces mouvements. Quel prix donner à une vie humaine? Quel prix pour une terre sacrée détruite, pour une mine de cuivre ou pour une communauté entière exposée à des déchets toxiques? Donc la justice environnementale va chercher à remédier à ces inégalités, à la discrimination historique actuelle, et aux inégalités dans l'accès aux ressources
mais aussi le vol des terres et même le vol des connaissances, la biopiraterie par exemple qu'on a évoqué avec Vandana Shiva. Et on a évoqué un exemple du racisme environnemental en France lors de la session 3, sur lequel je reviendrai, qui est l'intoxication massive au chlordécone dans les Antilles. Et qui est le résultat d'une autorisation en fait d'un pesticide qu'on savait déjà dans les années 70 dangereux, mais qu'on a autorisé sur les plantations de bananes. C'était pas utilisé en France, mais c'était utilisé dans les îles parce que qui sont devenues une zone sacrificielle. Et donc, pour remédier à ces injustices environnementales, donc, il y a le concept et la pratique de justice réparatrice ou de justice restaurative qui cherche à permettre aux victimes de se reconstruire et surtout de prévenir des violations des droits humains et les droits de la terre à l'avenir. Et donc, ce sont des mesures qui sont déjà prévues dans le droit international. Les victimes de crimes, de violations des droits humains ont droit à des réparations. Et il y a des demandes de réparation actuellement en cours partout dans le monde, dans les tribunaux nationaux et internationaux. C'est un aspect de la réparation qui a déjà commencé, on peut dire, mais qui pourrait aller beaucoup plus loin. Et qui pourrait être généralisé. Donc, des demandes de réparation pour des crimes coloniaux, pour l'esclavage. On a évoqué le vol des terres, la destruction des cultures ancestrales, le racisme environnemental, etc. Et donc, ces réparations peuvent prendre plusieurs formes. Ça, c'est une typologie de réparation qui est prévue dans le droit international, qui existe. Donc, en premier lieu, il y a l'indemnisation, voilà, on va y arriver, qui est quand un État donne une somme d'argent aux personnes affectées. C'est une mesure qui a été largement critiquée parce que l'argent ne s'attaque pas à la racine du problème. Donc, dans le cas du chlordécone dans les îles, il y a eu une indemnisation qui a été octroyée à certains travailleurs agricoles, par exemple, mais ça n'enlève pas le fait qu'ils vivent toujours sur des terres qui sont polluées. L'administration Obama a aussi indemnisé les Amérindiens. Mais l'indemnisation, ce n'est pas la même chose que la réparation des lieux de vie, par exemple. Donc, ça a été critiqué pour cette raison-là, parce que ça ne s'attaque pas à la racine vraiment du problème. Il y a la réadaptation. Par exemple, les soins médicaux ou psychologiques qui sont attribués aux personnes affectées, accès aux services juridiques, sociaux, des choses comme ça. La restitution, qui implique le rétablissement des victimes dans la situation qu'elles auraient occupée si le préjudice n'avait pas été causé. C'est quelque chose qui peut être un vrai défi à mettre en œuvre, mais c'est particulièrement important pour les peuples autochtones. Donc, on a vu dans la reading list avec Yves Tok et Kay Wayne Young que la décolonisation n'est pas une métaphore et implique donc la restitution des terres aussi, concrètement. Il y a aussi la réhabilitation qui inclut la divulgation publique de la vérité et des excuses publiques. Donc tout à l'heure, on a évoqué ce processus de deuil qui doit avoir lieu par rapport aux choses qui ne sont pas réparables. Et la réhabilitation, c'est important parce que ça permet aussi aux sociétés de prendre connaissance collectivement de ces crimes et ces injustices qui ont été commises. On le voit très bien avec la mémoire de la Shoah, par exemple. On dit « plus jamais ». Et donc, on pourrait dire « plus jamais » aussi pour les injustices environnementales et la guerre contre la nature. Et enfin, il y a des garanties de non-répétition qui va un cran plus loin que la réhabilitation. Et là, c'est l'idée vraiment de prévenir les injustices et les violations des droits humains et
des droits de la terre en s'attaquant aux causes profondes. Et donc, dans le cas de l'intoxication au chlordécone dans les Antilles, dans son livre sur le sujet, Malcolm Ferdinand évoque l'idée de modifier la constitution de la République pour protéger les droits de la terre et des peuples, vraiment pour inscrire ça dans le droit. Et aussi, ce qu'on évoque pendant tout ce deuxième semestre, l'idée de modifier nos façons d'habiter la terre, d'habiter les villes et les campagnes pour aller vers des autres modes de vie. Et donc, dans les Antilles, par exemple, ça veut dire s'éloigner de la monoculture d'exportation qui nécessite ces intrants chimiques, par exemple. Et donc, un autre cas concret que je veux évoquer avec vous et qui va servir de transition vers un autre type de réparation, si on peut passer au prochain slide, c'est une injustice environnementale qui est réparable dans ce cas. Donc, c'est quelque chose qui est évoqué dans un livre qu'on a publié, qui est la biographie de Daniel Pauly, qui est un des plus grands biologistes marins du XXe siècle. Et il a notamment travaillé sur la surpêche. Il a prouvé l'existence de la surpêche au niveau mondial. Et un des cas d'étude, c'est la surpêche sur la côte de l'Afrique de l'Ouest, par les chalutiers des pays du Nord. Donc, il y a des gros bateaux de pêche, des navires de pêche industriels qui viennent de la France, l'Espagne, la Russie, la Chine, et qui pêchent sur la côte africaine et qui contribuent à l'effondrement des stocks de poissons, des thons, des sardines, qui sont en fait une source de subsistance importante pour les populations locales. Donc, sur le slide, vous voyez les bateaux de pêche traditionnels au Sénégal. Et cette pêche artisanale est une pêche globalement soutenable. Et c'est un exemple d'injustice environnementale à l'égard de ces pêcheurs sénégalais, par exemple, qui ne peuvent plus vivre de leur pêche artisanale. Et donc, les scientifiques, dans ce cas, appellent à interdire la pêche industrielle, ce qui pourrait se faire par des traités internationaux, et aussi de faire respecter, c'est des lois qui existent déjà, de faire respecter les eaux territoriales des pays africains, qui tentent de muscler leur propre législation, mais qui manquent de moyens souvent pour la faire respecter dans leurs propres eaux territoriales. Donc, la surpêche est un exemple d'un endroit où justice environnementale et donc réparation rencontrent la nécessité de régénérer les milieux, de relâcher la pression sur les écosystèmes, parce que si on arrête la surpêche, avant qu'il ne soit trop tard, les écosystèmes marins vont se reconstituer et ça pourrait se faire assez vite. Merci Georgia. Donc la première forme de réparation sur laquelle on voulait insister, c'est des formes de réparation liées à la justice. Donc en fait, des formes de réparation qui sont aussi des formes de restitution ou de restauration. Et dans un deuxième temps, on voulait s'intéresser un peu plus au milieu de vie, donc revenir à la notion de milieu ou d'écosystème, donc vraiment là dans une perspective aussi propre à l'écologie scientifique. Donc les milieux de vie, c'est les territoires vivants sur lesquels on vit, et en fait c'est à partir de leur cycle que notre subsistance est possible, cycle que l'Occident moderne, la société industrielle essaye de maîtriser, mais qui sont des cycles naturels qui existent par eux-mêmes. Et donc là, il y a un enjeu tout à la fois, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, à régénérer les sols et à régénérer les eaux, et à penser ce continuum du vivant, en fait, de la biosphère, et comment est-ce qu'on en prend soin, comment est-ce qu'on le régénère. Donc là, des formes de réparation qui sont liées à la régénération. Donc je voulais juste donner deux exemples très rapides, mais revenir sur le fait qu'en fait il y a des cycles du vivant. Donc je vais donner l'exemple de ce livre, Vers des politiques des cycles de l'eau. En fait, on a tendance à gérer les milieux de vie comme des ressources mortes, inertes, des matières premières, mais en fait ce sont des cycles, et il y a un ensemble de cycles auxquels on doit se reconnecter. Donc par exemple le cycle de l'azote, le cycle du carbone qui permettent que les plantes poussent, les cycles de l'eau qui nous permettent de vivre.
Et puis dans le même temps, il faut aussi bien regarder en face le fait que ces cycles ils sont abîmés et que dans la perspective d'une société écologique, ça nous pose tout un tas de questions. Et là, c'est l'image de droite, celle de Loire Sentinelle, qui est un collectif qui a documenté à la fois l'extraordinaire présence de biodiversité sur la Loire, mais en même temps l'ensemble des pollutions qui sont présentes, et notamment les pollutions liées aux microplastiques. Microplastique, bah voilà, c'est un vrai problème dont on va avoir bien du mal à se défaire. Mais cette question qui est centrale, c'est qu'il y a des interconnexions profondes, comme ils le disent, un fleuve, une santé, et que donc la santé des eaux et la santé des sols, c'est aussi celle de nos santé à nous. Donc sur ces questions de réparation écologique, de régénération, on entend souvent tout un tas de mots. Alors je ne vais pas rentrer trop en détail sur ça, mais ça nous paraissait important de les redire, en fait, de les redonner. On parle alternativement de protection, de sanctuarisation, qui sont un peu les mots historiques, ceux qui sont amenés à la création, par exemple, de parcs naturels ou ce genre. Il y a des questions de restauration et de renaturation. Comment en fait est-ce qu'on redonne leur plein potentiel écologique à des milieux de vie ou à des cycles de la vie qu'on a abîmés. Et puis peut-être aussi la question de la revitalisation. En fait, comment est-ce que la vie peut reprendre ses droits au milieu de ces cycles et donc suite à ce cessez-le-feu. Et donc je voulais rapidement peut-être donner un exemple qui est un exemple qui pose de vraies questions, parce que sur ces enjeux de renaturation, le principal problème, c'est que si on prend l'exemple des rivières par exemple, pour relancer les cycles du vivant avec les rivières et les fleuves à l'échelle de la planète, bah, ce qu'on pourrait faire, c'est ce qui est fait de façon assez classique, c'est les questions de reméandrage. C'est en fait, on envoie des pelleteuses dans le lit des rivières et on recrée des méandres. Oui, mais en fait, est-ce qu'on va envoyer des centaines de milliers de pelleteuses partout sur la planète pour renaturer toutes les rivières du monde ? Est-ce que ça, c'est vraiment une perspective écologique ? C'est une vraie question. Et donc, je veux bien que tu mettes la slide d'après, Baptiste, où on voulait revenir sur le travail de Suzanne Husky. Suzanne Husky, qui est une artiste agronome de formation et qui a travaillé depuis longtemps, sur plus d'une dizaine d'années, sur les rivières et sur le rôle des castors dans les rivières. Et donc là, vous pouvez voir avec cette image, elle refait donc ce qu'elle appelle le temps profond des rivières, qui est une histoire longue des rivières, comment est-ce qu'elles ont au fur et à mesure été corsetées et canalisées. Et en fait, les castors, si on s'intéresse à leur travail, ben, leur rôle, c'est de créer des zones humides partout sur la planète, mais ils le font sans outils qui utilisent une quelconque énergie fossile ou ni métaux, ni rien du tout. Et donc, sans dire qu'il sera possible, juste grâce aux castors, de renaturer toutes les rivières du monde, mais c'est comme un espèce d'imaginaire alternatif qui pose tout un tas de questions intéressantes. Je veux bien que tu mettes celle d'après. Voilà, comme elle le dit, amplifier la vie avec les castors. En fait, on peut très bien imaginer, en tout cas, qu'il y a des tas de formes de techniques douces qui permettent de régénérer le vivant. Et donc voilà, en tout cas, redévelopper une culture des cycles de l'eau et des interconnexions. On voulait faire ce petit clin d'œil. Directement lié à ça, il y a la question de la régénération des forêts aussi. Donc ça, c'est par exemple le travail du japonais, l'ostréiculteur japonais Takeyama Shigatsu. Dans son ouvrage La forêt amante de la mer, ce qu'il explique et qui est extrêmement intéressant, ce qu'il remontre en tout cas, c'est le cycle qui relie les forêts avec les eaux douces puis salées. Et donc lui, il est ostréiculteur au Japon. La baie dans laquelle il fait pousser des huîtres, elle subit une pollution. Ces huîtres ne poussent plus. Et qu'est-ce qu'il décide de faire à ce moment-là ? Il décide de créer un grand mouvement de jumelage avec les villages qui sont en amont du petit fleuve côtier qui se jette dans sa baie, et ils se remettent à planter des dizaines de milliers d'arbres. Et en plantant des dizaines de milliers d'arbres ensemble, ils réussissent à épurer les eaux du petit fleuve côtier. Les huîtres peuvent se remettre à pousser, mais dans le même temps, ils ont aussi créé un vrai lien de solidarité entre l'amont et l'aval de ce petit fleuve côtier, en replantant des tas d'arbres et en remettant au cœur de ce petit écosystème local les liens entre les forêts et la mer. Donc ça nous paraissait aussi un très bon exemple de recréation de liens sociaux tout en créant de la réparation écologique. Et ça, d'une certaine manière, c'est aussi ce qu'a fait Wangari Maathai, donc on a évoqué parce qu'elle était présente dans la reading list. Donc Wangari Maathai, c'est le Green Belt Movement au Kenya.
Un peu de la même manière, mais dans un tout autre type d'écosystème. Là, c'est plutôt en région aride. Comment est-ce que le fait de replanter, donc non pas là des milliers d'arbres, mais des millions d'arbres, parce que le Green Belt Movement, depuis les années 70, c'est 51 millions d'arbres plantés, ce qui est énorme. Mais c'est vraiment un travail de reverdissement communautaire des zones arides. En fait, utiliser la présence des arbres pour recréer des sols qui sont des sols vivants, qui sont des sols plus verts et sur lesquels on peut refaire à nouveau de l'agriculture. Donc Wangari Maathai, donc, dans tout son travail sur cette question de réparation de la terre, elle a donc créé des tas de chantiers participatifs avec des communautés villageoises dans plus de 60 sites partout au Kenya. Et elle a eu le prix Nobel de la paix pour ça. J'ai pas noté en quelle année c'était, mais peu importe, 2004, ouais, merci beaucoup. Voilà, et donc là, pareil, une autre forme extrêmement intéressante de régénération qui est celle de se mettre à plusieurs dizaines de milliers de personnes pour replanter des millions d'arbres en zone aride, ce qui permet de créer des tas de pépinières communautaires, des tas de sites de plantation, de relancer l'agriculture, qui crée en fait un nombre incalculable d'emplois, ou en tout cas d'activités de subsistance. Donc ça aussi c'est un exemple déjà existant de réparation possible qui nous paraissait intéressant de mettre en avant. Et ça nous amène à faire le lien entre les forêts et les questions agricoles, et donc à passer au travail de Vandana Shiva. Donc Vandana Shiva, on a déjà beaucoup parlé d'elle. Je veux bien que tu mettes la slide d'après, s'il te plaît, Baptiste. On a déjà beaucoup parlé d'elle, donc je vais quand même aller assez vite, juste en mentionnant le fait que son dernier livre, que je viens de traduire là il y a quelques mois et qui sortira en mars 2024, s'intéresse vraiment à cette question de la régénération et à cette question de la santé planétaire, de dire que la santé de nos sols, c'est la santé de nos corps, qu'il y a une inséparation fondamentale dans cette réalité-là écologique, et que donc la régénération basée sur la biodiversité, elle entraîne la création d'aliments sains qui entraînent une bonne santé dans nos corps. Et que ça, c'est vraiment le modèle inverse de celui des combustibles fossiles et des produits chimiques fossiles. Et donc voilà, il y a l'opposition entre deux modèles agricoles, on pourrait dire celui de la régénération et celui de la dégénération. C'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres séances, donc je ne re-rentre pas dans les détails, mais juste pour redire que voilà, on voit qu'en fait sur des questions liées à l'eau, sur des questions liées aux forêts, sur des questions liées à l'agriculture, cet enjeu de la régénération des milieux, il est fondamental, et que donc dans une optique de grande réparation, c'est vers ce type de modèle-là qu'on va aller. Et pour faire le lien, donc on a eu des questions de justice et de restauration, maintenant des questions de régénération des milieux. Comme je viens de le dire, en fait, régénérer les milieux, c'est régénérer la santé des sols et la santé des eaux. Or ça amène aussi à des questions de réparation de nos corps et de nos esprits humains, de notre santé à nous, êtres humains. Et donc, petite sous-partie suivante sur les questions de santé planétaire. Merci Marin. Donc oui, on voit que ce qu'on est en train de faire, c'est au prisme de cette idée de réparation comme nouvel horizon, comme projet de société, un horizon alternatif à celui de la transition. Plus on creuse cette idée de réparation, plus on voit qu'on tire des fils effectivement qui sont déjà là. Ils sont déjà là. La régénération, elle est chez Shiva. La restauration, elle est déjà dans l'écologie scientifique depuis toujours. La justice restaurative, elle est là aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui viennent affluer, confluer dans cette idée de réparation, à tel point que ça nous met, on le sent, enfin moi je le sens en vous écoutant, je sentais physiquement se déclencher en moi. Il y avait plusieurs trucs, il y avait une espèce de résistance et après un lâcher, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui me dit mais quand même ça change d'éthos par rapport à la société. On nous avait toujours appris que c'était un truc quand même de l'ordre de la conquête, d'aller plus loin, d'explorer, de toujours plus grand, plus haut, plus fort, et ça draine des affects très forts, ces projets-là. Et là on voit qu'on est en train nous d'essayer de mobiliser auprès de nous, auprès de vous, d'autres affects. Quand on parle de réparation, c'est pas exactement ces affects-là de dépasser, d'aller au-delà de la colline et tout, c'est d'autres types d'affects qui sont les affects du soin en réalité et qui sont extrêmement qui sont très gratifiants aussi, mais il faut changer, c'est presque un changement de posture. En vous écoutant, je le sentais vraiment en me disant tiens, mais si le projet de notre société devient de réparer, c'est vraiment un changement d'éthos assez profond. Mais on a beaucoup à y gagner et il y a un endroit où c'est pas juste une question de sensibilité, c'est pas juste une question d'idéologie. Il y a un moment où on rentre dans le dur de la réalité, c'est que dans un cas,
on continue à aller vers la maladie et la mort, et l'autodestruction et la destruction les uns des autres, et dans l'autre cas, on va vers l'entretien de la santé. Et c'est pour ça que je voulais mettre sur la table la question de la santé à ce moment-là de la discussion, parce que, en fait, la santé a toujours été prise par les défenseurs du progrès, de l'industrie, de la mainmise, de la domination de la nature. C'était toujours le grand argument, c'était de faire des progrès de la médecine. C'est en général le cheval de Troie de toute histoire industrielle, se dire « Ah mais attendez quand même, on va vivre mieux, on va vivre plus longtemps, on va lutter contre les maladies ». On va explorer un petit peu tout ça, mais je voulais quand même qu'on prenne en main un tout petit peu cette question-là pour au moins tempérer, discuter cet argument d'autorité du modernisme qui arrive toujours avec l'idée de la santé. Pour réfuter comme ça les écologistes en une phrase, je voulais remettre ça sur la table. Et d'ailleurs, tu voulais dire moi ces sujets? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de l'après-guerre aujourd'hui? D'où vient cette phrase « la guerre contre la nature » C'est une citation de Rachel Carson qui parle de son livre « Printemps silencieux », qui dénonce les effets des pesticides, qui sont en fait des biocides. Et Rachel Carson dit que Printemps silencieux, c'est une guerre, c'est un livre sur la guerre contre la nature, mais c'est aussi un livre sur la guerre de l'homme contre lui-même. Parce que le déclic qui arrive avec la publication de ce livre qui devient un best-seller mondial et qui arrive aussi en même temps que d'autres études, que d'autres mouvements, le déclic, c'est de se rendre compte que la santé humaine et la santé de la Terre ne font qu'une. C'est ce qui a été institutionnalisé aujourd'hui sous le nom de One Health. Et donc, la santé humaine ne peut pas être prise en charge séparément de la santé de nos lieux de vie, de la Terre, qui nous permet de vivre et de subsister. Et c'est pour ça qu'on veut consacrer une partie aussi à la santé, cette idée que en réparant la Terre, on contribue aussi à réparer les êtres humains. Et d'une certaine façon, je croyais que c'était ça que tu voulais dire, d'une certaine façon, dans la mesure où l'acte de naissance du mouvement écologiste, c'était Printemps silencieux qui affirmait cette idée-là, d'une certaine façon, le mouvement écologiste, depuis le début, est un projet de santé planétaire et des êtres humains. Donc la question de la santé, de la restauration de la santé, en fait, est au centre de l'écologie elle-même. Donc avec cette idée de grande réparation, on est fidèle profondément à l'esprit de l'écologie, à son projet profond depuis le début. Qui est à la fois un projet de santé et un projet pacifiste. Absolument, oui, effectivement, anti-guerre et santé, ce qui va assez bien ensemble d'ailleurs. Oui. Et donc c'est là qu'on voulait un petit peu prendre en charge cette histoire de ce grand argument d'autorité, de soi-disant les apôtres du progrès qui seraient là pour la santé humaine grâce à leurs médicaments de plus en plus modernes, et de l'autre côté des espèces d'écologistes qui seraient déconnectés de la santé. Là, il y a, sans vouloir trancher cette question qui mériterait une session tout entière, on voulait quand même faire une espèce de ce que j'ai appelé des éléments pour un inventaire de la santé publique à l'ère industrielle. On nous reproche souvent d'être dogmatiques, nous les écologistes, en étant anti-modernistes ou très critiques à l'égard de la modernité. Et je trouve que ce reproche est vraiment très injuste parce qu'on est plutôt contre-dogmatique, c'est-à-dire qu'on fait face à un dogmatisme énorme de la modernité qui se présente en général comme seul capable de répondre aux défis, en disant qu'il faut absolument que l'industrie pharmaceutique prenne en charge la santé, sinon c'est la barbarie. Et nous, on aimerait mettre un petit peu d'eau dans leur vin, quoi. C'est-à-dire que, donc là, sans vouloir trancher le débat, on laisse chacun, depuis son emplacement, la liberté d'avancer dans ce sujet, mais on voulait quand même noter quelques points sur les questions de santé publique et société industrielle. Il y a des acquis qui sont indiscutables, et les antibiotiques en sont un, parmi les plus spectaculaires, qui permettent donc de tuer des bactéries dont on pouvait mourir à certaines époques, effectivement, c'est très intéressant. Mais tout autant indiscutable que ces acquis, il y a des mésusages qui sont indiscutables. Aujourd'hui, l'usage absolument déréglé des antibiotiques chez les humains, mais surtout et pire encore dans le bétail, qu'on ingère donc en mangeant de la viande, est en train de nous mettre au seuil d'un problème de santé publique qui pourrait être un des plus grands que l'humanité a jamais connu, qui serait l'antibiorésistance, où on se retrouvait face à des bactéries absolument virulentes qu'on ne pourrait plus régler. Donc vous voyez que là où il y a un acquis indiscutable, il y a un mésusage qui est potentiellement à des conséquences tragiques. Juste pour poser ça sur la table sans prétendre aller au bout de ce sujet-là. Et qui dans l'agriculture, a aussi son équivalent avec des nuisibles qui deviennent résistantes aux pesticides. Absolument. Ensuite, dans les éléments que je voudrais poser pour au moins calmer le dogmatisme moderniste là-dessus,
c'est la question de la surconsommation. On a un rapport aux médicaments qui est donc un produit marchand, qui génère une industrie colossale. Le degré d'investissement dans le recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique, c'est 80 milliards par an. C'est autant à peu près que dans la tech ou dans les voitures. Donc c'est absolument monstrueux. C'est une industrie colossale qui a ses propres besoins financiers, ses besoins de nouveaux produits. En France, c'est un chiffre parmi d'autres qu'on peut trouver. On consomme environ 40 médicaments différents par an et par personne. On est sur une variété de médicaments qui dépasse largement les besoins, une quantité de médicaments consommés qui dépasse largement les besoins. C'est un fait important à poser ici. On peut parler aussi, évoquer en tout cas des scandales sanitaires avérés sur les opioïdes. Il y a eu des milliers et des milliers de morts à cause d'antidouleurs opioïdes. Qui ont été surprescrits. Qui ont été surprescrits, effectivement, et qui avaient des conséquences qui étaient hyper addictives, etc. Et enfin, l'écologie constitue, dans ce fameux siècle de lutte et de pensée dont on n'arrête pas de parler dans l'écologie constitue une espèce d'immense plaidoyer, un acte d'accusation contre les méfaits de la société industrielle, et on a toute une panoplie de maladies nouvelles qui sont apparues. Donc c'est le fameux panel obésité, diabète, allergie, cancer, stérilité, pandémie. Pardon, la liste est sinistre, mais ce sont des maladies avérées d'origine environnementale. Donc tout ça pour dire que sans être dogmatique, il me semble qu'on pourrait poser la question de la santé, la prise en charge de la santé dans les sociétés écologiques, penser la santé sur d'autres bases que les bases modernistes, industrielles et voilà, à partir de l'industrie. Et donc, sur quelle nouvelle base est-ce qu'on peut penser la restauration de la santé? Donc, après le volet justice restaurative, le volet régénération des milieux, on est maintenant sur la réparation de la santé des êtres humains liés à leur milieu. Et là-dedans, quelles seraient les bases d'une approche écologiste de la santé? Sur quelle base? Est-ce que dans une société écologique, demain, on va penser la santé? On partira avec des choses, par exemple, comme le fait que l'alimentation est notre premier médicament. Les premiers médicaments, ils ne sont pas à la pharmacie. Ils sont toute la journée dans ce qu'on ingère dans notre corps, tous les jours, du matin au soir, que ce soit liquide ou solide. Je crois que c'est un vieux précepte chinois, l'alimentation est le premier médicament, mais c'est quand même une vérité fondamentale. Faire entrer aussi la question de la santé, de la mettre en relation avec les modes de vie. Il y a des tas de campagnes publiques qui le font déjà, mais la sédentarité est une des premières causes de maladies. Or, la sédentarité, elle est liée à l'explosion du secteur tertiaire aussi, au fait qu'il n'y a plus de paysannerie. Donc on voit bien que la société industrielle va créer des modes de vie qui vont générer des problèmes de santé nouveaux. Là aussi, c'est pour pondérer un petit peu la toute-puissance des sociétés industrielles sur la question de la santé. Il faut aussi rappeler que la plupart, voire la quasi-intégralité des molécules chimiques dont on se sert, elles viennent à l'origine des plantes qui sont elles-mêmes issues de savoirs autochtones, qu'ils soient européens ou amérindiens en grande partie. Et donc, ces technologies de la santé à basse énergie qui ont nourri l'industrie pharmaceutique, qui a ensuite reproduit ces plantes, qui les a brevetées, qu'on a fait des médicaments, elle repose sur un commun mondial qui est botanique, qui c'est pas seulement des plantes, c'est des savoirs de ces plantes-là. Et donc c'est pas pour rien qu'il y a un renouveau en ce moment en pharmacie de l'herboristerie. C'est des savoirs à réhabiliter, à restaurer aussi. Et enfin, l'approche industrielle de la santé et de la médecine a créé une coupure extrêmement nette entre la santé du corps et la santé de l'esprit, où on va typiquement voir des spécialistes en général différents lorsqu'on a un problème au corps ou un problème à l'esprit. Et ça peut jusqu'à un certain point avoir du sens, mais on voulait rappeler ici le lien puisqu'on va par-delà nature et culture, on va aussi par-delà cette différenciation nette, cette coupure nette qui a été faite à la modernité entre le corps et l'esprit. Le lien organique entre la santé physique et la santé mentale, il est présent dans plein de traditions médicales, que ce soit dans l'approche de la médecine chinoise, dans la médecine ayurvédique, même dans la médecine traditionnelle européenne qu'on a complètement perdue, qui s'appelait la médecine galénique, qui est considérée en Inde comme l'une des médecines officielles, mais qui aujourd'hui a totalement perdu toute forme d'existence, et qui reposait sur l'équilibre des humeurs en nous et des différents éléments terrestres dans notre propre corps, et qui donc parlait d'organes reliés à des humeurs, c'est-à-dire tel organe allait avec tel tempérament, mélancolie, bilieux, etc. Donc ce lien santé physique, santé mentale, il est effectivement à recréer. On est bon, Marin, on est bon.
Et donc, sur la question de la santé mentale, on voulait aussi faire un petit point particulier autour de tout un champ de recherche qui a émergé depuis 3-4 décennies dans les pensées de l'écologie et qui s'appelle l'éco-psychologie. Donc c'est une approche écologique de la psychologie. Je voulais en dire un mot parce que c'est très peu connu. On parle beaucoup dans les médias depuis quelques années d'éco-anxiété. Donc ça, ce serait l'angoisse ou l'état de mal-être provoqué par les mauvaises nouvelles concernant l'environnement. Donc c'est une causalité de ce qu'on entend sur la crise écologique qui créerait de l'angoisse. Mais l'éco-psychologie prend le problème à un endroit complètement différent et beaucoup plus profond. L'éco-psychologie fait l'hypothèse que cette distinction moderne entre la nature et la culture, entre le corps et l'esprit, s'est rejouée en chacun de nous dans une espèce de séparation intime entre ce qui relèverait de notre vie naturelle, notre vie animale, qu'il faudrait dépasser, dominer par la volonté, qui serait l'organe donc de la rationalité moderne. Et donc ça vient créer une espèce de schisme à l'intérieur de nous, de tension, de dissociation, qui serait le propre de ce qu'on appelle la névrose. Et donc l'hypothèse de l'éco-psychologie, qui me semble extrêmement prometteuse, et qui est accréditée notamment par l'œuvre de Jung, qui dit exactement la même chose, c'est que en fait, la névrose, la maladie de l'âme, serait en fait typiquement un produit de la culture moderne. Et que donc finalement, c'est parce que nous sommes névrosés que nous continuons aussi à mettre en œuvre cette destruction du monde autour de nous, et que donc la guérison de la névrose est presque une condition à la résolution de la crise écologique. Pour le dire autrement, tant qu'on est dans des affects névrotiques, le projet de l'exploration, de la découverte, de la lutte, du combat, de la destruction est le seul auquel on a accès. Mais à partir du moment où on entre dans un dépassement de la névrose, donc à partir du moment où on prend en charge la restauration de la santé mentale, là on commence à entrer dans un nouvel ethos qui est celui où on voit bien que l'acte de réparation, l'acte de soin va nous sembler beaucoup plus motivant, beaucoup plus mobilisant que l'acte de destruction. Et donc, il ne s'agit pas de dire, je répète, que les mauvaises nouvelles de l'environnement créent de la névrose, mais de dire que c'est la névrose elle-même, la mauvaise santé de l'âme, qui a rendu possible, qui continue de rendre possible chaque jour le déploiement de cette guerre contre la nature dans une forme d'agressivité collective dont on serait les victimes et les opérateurs. Donc ça, c'est pas du tout un détail dans cette histoire. Et à propos de santé mentale, je voulais aussi faire le lien entre la session 4 dans laquelle on avait parlé d'une sorte de cosmologie, de la cosmologie mécaniste de la guerre qui sous-tend la guerre contre la nature. Si nous sommes engagés dans la guerre contre la nature, c'est bien celle-là qu'on essaye d'arrêter aujourd'hui. Mmh. C'est parce que nous sommes fait une certaine idée de la nature comme quelque chose de mort, de mécanique, de extérieur, de délié, qui quelque part constitue une menace. La nature, c'est la mort. Et donc nous, si on veut rester vivant, il faut qu'on lutte contre elle, parce qu'elle nous amène à la mort. Elle n'a pas d'esprit, elle n'a pas d'âme. Dans cette cosmologie-là, la réaction guerrière contre la nature est logique. Si on veut arrêter d'agresser la nature, il faut aussi changer de cosmologie. Et changer de cosmologie, non pas comme on changeait de chaussettes parce qu'on avait des rouges et on voulait des vertes, c'est pas tellement ça. C'est parce que cette cosmologie, elle est déficiente, elle ne marche pas. Quand on regarde la nature de près, quand on l'étudie, on voit qu'elle n'est pas dénuée d'intériorité, elle n'est pas dénuée de vie. Passer du temps avec des animaux... C'est J. Baird Callicott qui dit que la crise écologique discrédite globalement cette cosmologie d'une nature morte. C'est ça. Et donc, il faut entendre ce que nous dit la Terre lorsqu'elle nous renvoie des signaux négatifs. C'est que la conception qu'on se fait d'elle est erronée. Et la Terre réagit. C'est aussi ce que dit beaucoup Amitav Ghosh dans La malédiction de la muscade. Mm-hmm. Cette réaction, cette vengeance cette revanche de Gaïa. Et d'ailleurs, Amitav Ghosh, il cherche aussi à donner du crédit, à remettre en avant, en réhabiliter des cosmologies autochtones qui voient le monde comme organique, comme vivant. De façon immémoriale. Et donc on avait prévu au départ de faire toute une petite partie dans cette session sur la restauration cosmologique, en se disant qu'après justice restaurative, régénération des milieux, santé mentale, on voulait faire un topo restauration cosmologique, mais après on s'est dit qu'on pouvait aussi voir ça tout simplement. Alors la restauration cosmologique, c'est ça qu'on fait chez Wild Project. Typiquement, c'est exactement notre boulot. Tous nos bouquins, ils mettent en œuvre cette grande restauration philosophique cosmologique. On s'est dit que finalement, c'était plus une espèce de post-scriptum sur la santé mentale, c'est-à-dire qu'en fait, cette restauration cosmologique, le fait de voir à nouveau la nature, le cosmos comme quelque chose de vivant, c'est aussi une condition pour avoir une bonne santé mentale, et que quelque part il y a un lien entre le fait d'être dans un état mental maladif et d'avoir une vision du monde complètement erronée. Et donc la phrase qui dit ça de façon merveilleuse, on trouve, c'est la phrase de Val Plumwood dans La crise écologique de la raison, où elle dit, je ne résiste pas au plaisir de la citer à nouveau pour la énième fois, la crise écologique est aussi une crise de la raison. La raison,
a été transformée en véhicule de domination et de mort, mais elle peut et doit devenir un véhicule de libération et de vie. Merci. Suite aux questions de justice, de régénération des milieux, maintenant de santé, en terminant sur cet enjeu cosmologique, on voulait s'intéresser en dernier lieu à la question des institutions. Qu'est-ce que ça voudrait dire que de réparer nos institutions ? C'est aussi quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises dans les questions et les commentaires au fil des sessions. Quand on parle de changement de cosmologie, en fait, ça nous invite à envisager l'idée que nos modes de représentation influent nos modes d'organisation. C'est la manière dont on se représente le monde qui détermine en grande partie la manière dont on s'organise. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire réparer les institutions ? Est-ce que c'est des formes de reconstitution ? Ça veut dire qu'on a besoin de nouvelles constitutions ou de constituer autrement nos institutions ? Est-ce qu'il faut les refonder ? Est-ce qu'il faut même les guérir ? En fait, quels sont les bons mots pour repenser en fait une autre forme de la vie politique et sociale ? Et donc là, on voulait donner deux exemples qui prennent un peu des contre-pieds, même si on sait très bien que, par exemple, sur la question des droits de la nature, on a vu que ça a intégré les constitutions de certains États-nations. Ça, on en a déjà parlé, c'est un enjeu vraiment important. Tu voulais dire un petit mot, Baptiste, aussi sur les institutions modernes, rapidement ? Ouais, si tu veux, sans souci, ouais. Mais du coup, là, on avait envie de prendre aussi un peu un contre-pied qui était une forme d'ouverture, d'ouvroir vers d'autres manières d'envisager ce que pourraient être des institutions. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce seraient les institutions de la société écologique ? C'est pas forcément les institutions de l'État-nation moderne. Le premier exemple qu'on voulait donner, c'est le projet de Francis Hallé, qui est un des grands biologistes français spécialistes de la forêt primaire. Donc des forêts primaires plutôt de l'hémisphère sud. Et lui, un de ses projets, ce serait de recréer une forêt primaire en Europe. Et la manière dont il voudrait le faire, ce serait de recréer une forêt primaire de façon transfrontalière. L'endroit où il envisage de le faire, ou en tout cas leur association, leur mouvement envisage de le faire, c'est dans les Ardennes, à la croisée entre la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. À cheval sur 4 pays, il y a l'idée de créer 70 000 hectares d'une nouvelle forêt. Donc qui dit forêt primaire dit une forêt dans laquelle il n'y a aucune intervention humaine pendant 800 ans. Et ça nous pose une vraie question institutionnelle de dire, mais si on posait une forêt qui serait un commun à cheval sur 4 États-nations européens et qu'il fallait faire en sorte de le protéger pendant 800 ans pour que personne n'y touche, comment est-ce que ça nous oblige ? Comment est-ce que ça nous confronte à d'autres manières de s'organiser ? Et par exemple, typiquement, de penser ensemble, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne ? Comment est-ce qu'à un niveau européen continental, on s'unit ? Là, typiquement, dans des objectifs de réparation comme cela, on voit que c'est pas un marché commun du charbon et du métal qui est la base de l'Union européenne actuelle, mais en fait, ce serait une Union européenne de la régénération et de la réparation, de dire, on pourrait laisser un grand espace de 70 000 hectares à cheval sur 4 États-nations qui serait un espace de vie en libre évolution. Voilà donc une première hypothèse qui pose vraiment des questions de réinvention de nos institutions. Et le deuxième exemple que je voulais donner, j'en ai déjà parlé lors d'une session précédente, mais on voulait finir sur ça, c'est le sanctuaire marin biorégional de la mer des Salish. Donc je le redis rapidement, je l'avais évoqué, mais c'est donc une mer intérieure qui est entre Seattle et Vancouver, donc à cheval entre le Canada et les États-Unis. Et en fait, en 2012, quand ils ont créé ce sanctuaire marin, ils ont dit cette petite phrase qui est assez intéressante. L'eau traverse la frontière géopolitique entre la Colombie-Britannique canadienne et l'État de Washington aux États-Unis. Des plantes, des animaux et des écosystèmes entiers transcendent les lignes de nos cartes. Lorsque nous ne nous identifions pas seulement par notre pays ou notre citoyenneté, mais en tant que membres de la biorégion de la mer des Salish, nous pouvons nous unir pour protéger notre territoire dans son intégralité. Là, on voit que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la manière dont on se représente le territoire sur lequel on vit peut aussi être source d'une nouvelle forme de réparation, d'une nouvelle forme d'organisation sociale. Et donc, notamment, suite à ça, ils ont créé une déclaration, donc où ils disent « Nous, peuple de la mer des Salish », et dans lequel, je voulais juste le redire rapidement, mais il y a quelques articles qui sont vraiment intéressants du point de vue de la réparation. Donc notamment, ce qu'ils ont décidé ensemble, c'est de façon transfrontalière de s'arrêter sur quelques grands principes de cette réparation.
Donc notamment, ils disent qu'il y a besoin d'un changement de paradigme dans le rapport, dans les relations à cette mer intérieure. Et donc là, ils proposent par exemple de réduire de plus de 50% les pollutions tant des sols que des eaux, de réduire de plus de 50% la consommation énergétique partout autour de cette mer intérieure transfrontalière, de produire plus de 50% de leur alimentation de façon éthique et biologique, et de faire en sorte que plus de 50% des terres et des eaux de cette biorégion de la mer des Salish redeviennent des habitats naturels. Et là, on voit que c'est une communauté humaine transfrontalière qui se donne comme nouveau principe de protéger tous les êtres vivants. C'est-à-dire qu'on en revient à cette idée que la santé du territoire et la santé des corps, elles sont analogues, elles sont reliées entre elles. Et puis, il y a aussi une série d'interdictions dans cette déclaration, et donc notamment l'interdiction des fermes marines de saumon, donc les saumons d'élevage, l'interdiction des OGM et du glyphosate, l'interdiction du fracking, la fracturation hydraulique, et donc de l'extractivisme de façon un peu plus générale. Tout ça pour dire que à cet endroit, donc sur la côte ouest des États-Unis, là où les biorégionalistes dans les années 70 avaient créé cette idée de Cascadia, d'un grand territoire transfrontalier, en 2012, cet imaginaire il continue à percoler, et il y avait une idée intéressante sur laquelle on voulait un peu terminer cette question des institutions. C'était cette fameuse idée de Gary Snyder, grand poète biorégionaliste, qui disait peut-être que notre seul programme politique, en somme, ça devrait être de faire en sorte que les saumons puissent remonter à la source de nos rivières. Et on en revient aux questions de démantèlement que j'évoquais tout à l'heure. Et il disait, mais en fait, pour que les saumons remontent à la source des rivières, il faut enlever les grands barrages, il faut arrêter la déforestation, il faut lutter contre les pollutions industrielles, il faut empêcher la surpêche en pleine mer, l'étalement urbain. Bref, c'est le programme d'une société écologique réparatrice. Ajouter, alors, sur cette partie, on voulait donc en plus des questions de justice, de régénération des milieux, de santé, on voulait une partie sur la réparation des institutions en réponse à ce qui nous avait été demandé. Et Marin a pris la question sous l'angle de l'imaginaire biorégionaliste, qui est super intéressant parce qu'il permet de penser les institutions sous une toute autre base, en effet, et ça ouvre un imaginaire précieux. Mais je voulais juste, en complément de ça, en repartant un peu du réel et de façon un peu critique, redire que on voit bien que l'histoire de la modernité des 4 derniers siècles, c'est la montée en puissance d'une forme politique nouvelle qui est celle de l'État-nation, qui s'est fait beaucoup avec l'argument de arrêter tous ces petits conflits, ces micro-conflits qu'il y avait soi-disant à l'époque féodale entre tous ces seigneurs et tous ces micro-territoires et toutes ces petites régions et ces provinces qui se battaient en permanence les unes les autres. Donc cet argument de paix, l'Empire promet toujours la paix et donc l'État-nation avait promis la paix. 4 siècles plus tard, on peut peut-être pondérer ce diagnostic de paix, c'est-à-dire que les 2 guerres mondiales qui, au XXe siècle, ont fait absolument des millions de morts, des millions de fois plus de morts que ce qu'avaient jamais fait les guerres picrocolines des seigneurs qui faisaient en effet 12 victimes par-ci, 6 victimes par-là, 5 victimes par-là. Et donc, effectivement, la question fédérale, la question du retour du fédéralisme vient, à mon avis, si on doit réfléchir à la réparation des institutions, je voulais ajouter à l'imaginaire biorégional la question du dépassement de l'État-nation. Et donc, alors ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, d'une part, un travail constitutionnel colossal. On voit bien quand on lit la Constitution de la Ve République à quel point elle est radicalement anti-écologique, et sans aller jusqu'à celle de l'Équateur de 2008 qui serait un modèle, on voit que par exemple la Constitution de l'État indien est déjà beaucoup plus fédérale. Ça commence par des territoires variés, des langues variées. Donc il y a un travail constitutionnel énorme qui doit aller vers du fédéralisme, mais au-delà de ça, la forme de l'État-nation elle-même peut-être être interrogée. Il y a eu des aspirations régionalistes dans des tas de coins du monde au XXe siècle qui ont été considérés ensuite comme ringardes, mais qu'il faudrait peut-être regarder autrement. Et donc le travail de la réparation institutionnelle, c'est un travail aussi de réinvention institutionnelle qui est assez colossal et on répond sans doute pas à toutes les questions ici, mais on voulait juste montrer l'ampleur du champ. Voilà. Je pense que tu peux enchaîner sur la fabrique du projet direct, vas-y. Et donc on arrive au bout de cette session qui esquisse donc ce monde de la réparation, et on voulait faire en conclusion, on voulait faire d'abord un petit mot spécial pour l'entité avec laquelle on a élaboré toute ce parcours cette année, qui est l'AFD. Avec lesquels on s'en est rendu compte avec la cohorte, avec vous à l'AFD, Stéphanie, Sarah, Léo en direct. Il y a une chose qu'on partage, même si on vient de mondes idéologiques qui s'affrontent, il y a une chose qu'on partage, c'est quand même une culture du projet sous une forme ou sous une autre. Voilà, la culture du projet, c'est pas rien, dans votre vie c'est central. Dans la mienne, en fait, en réalité, ça l'est tellement que quand j'avais créé cette boîte, je l'avais appelée Wild Project, donc le projet était important.
Et on a vu aussi avec les architectes, avec Sébastien Marot, à quel point changer la pratique de l'architecture, pour faire de nouvelles villes, de nouvelles villes et de nouveaux champs, il fallait changer la pratique de l'architecture, et ça veut dire changer la fabrique du projet. On avait vu lors du séminaire en présentiel, on avait vu avec tous les gens de la cohorte que là, il y avait quelque chose qui vibrait pour vous comme pour nous autour de la... Et donc, on voulait en conclusion ouvrir une proposition pour peut-être une nouvelle année, un nouveau parcours de formation d'1 an, je ne sais pas, ou juste des discussions autour de verre ensemble. Qu'est-ce que ça voudrait dire une refonte écologique de la fabrique du projet? Pour vous, l'AFD, la question se pose différemment pour une maison d'édition artisanale comme la nôtre, mais quand même, elle se pose pour nous tous. Et donc, je voulais juste ouvrir quelques petites pistes comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, changer notre culture du projet, notre fabrique du projet, sachant que si on change ça, c'est aussi ça, la sortie de la société industrielle, c'est faire du projet autrement. Là, on arrive concrètement sur un truc qui parle de vie professionnelle, ça nous semblait chouette d'en dire un mot. Les 4 idées qui m'étaient venues comme ça, mais qui sont une proposition faite au peuple, c'était d'abord repartir de cette idée de situationnisme radical de Sébastien Marot qui nous avait tous marqués, en disant, en permaculture, on ne plante jamais sans avoir observé pendant 1 an ce qui se passe sur le sol. Donc cette idée de faire un inventaire écologique de l'existant vraiment approfondi. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis consacré pendant 10 ans au Sentier métropolitain où on marche autour des villes. C'est aussi dans cette histoire d'inventaire, de faire l'inventaire de la société industrielle, de voir pour savoir ce qu'on doit garder, ce qu'on va transformer, ce qu'on doit inventer, il faut quand même commencer par l'inventaire. Et ce travail-là, on ne le fait jamais dans la société industrielle, on produit. Donc ce grand arrêt inventaire, il est une clé, il nous semble. Ensuite, l'idée de lever la tête des rendements à court terme pour aller vers l'horizon écologique de long terme avec ce grand principe au service de la vie que Marin aime tant à rappeler, avec l'idée que le saumon puisse remonter, c'est une formulation concrète de ce principe, une société au service de la vie, un projet au service de la vie. Franchement, c'est un bon réflexe quand on lance un projet de se dire dans quelle mesure ce projet qu'on est en train de lancer est-il au service de la vie. Est-ce qu'il est au service du rendement financier et au service de la vie ou juste au service du rendement financier? Bon, c'est quand même un bon critère extrêmement simple. La logique de réparation, ce serait effectivement comme projet, mais comme ethos aussi, comme façon de faire, comme affect que ça mobilise. Ça nous semble aussi une belle façon d'aborder le projet. Le projet réparatif n'est pas le projet conquérant. Et puis il y avait un 4e aspect qui était venu d'une discussion à l'AFD, je ne sais plus très bien avec qui ou avec Paul Hervé, je ne sais plus. Cette idée de distinguer 2 cultures du projet, alors ça va être extrêmement grossier, mais un peu à l'oriental ou à l'occidental. À l'occidental, il y a cette idée qu'on décide d'abord quel est l'objectif, le livrable, et après on fait du rétro-planning. Je suis encore assez occidental, j'avoue, dans ma culture du projet, j'aime bien ça, le livrable et les rétro-planning. Mais ça peut être un peu brutal, parce que pendant le temps d'élaboration du projet, il va se passer des choses qu'on n'a pas prévues, puisqu'on a tout prévu avant, tellement tout prévu que ça ne se passe pas bien. Et donc, il y aurait une approche du projet plus à la chinoise, plus orientale, qui serait d'inventer le projet en avançant, en voyant les réponses du milieu. Je commence par poser un acte, je vois là où ça m'amène, et puis il pleut, il vente, il neige, le temps passe, un nouvel acte, et à la fin, le projet nous amène à un endroit où on n'avait pas du tout prévu d'être au départ. Et même moi qui ai une conception plutôt occidentale du projet, finalement, si je reviens sur les 15 ans à Wild Project, la maison est allée pas du tout là où j'avais imaginé qu'elle aille. Donc en fait, quelque part, la Chine nous rattrape. En tout cas, la méthode, un projet à l'oriental, c'est aussi un projet qui prévoit de ne pas savoir exactement où il va et qui dialogue, qui se donne les moyens de dialoguer et d'avoir de l'incertitude, quoi. Merci. Georgia ? Oui, donc en conclusion, donc pas juste la conclusion de cette 10e session, mais aussi de toute l'année qu'on a passée ensemble. Donc on voudrait relire avec vous les 9 sessions précédentes à la lumière de la grande réparation. Donc, au tout début, notre premier semestre, c'était de la critique. On a parlé des problèmes de la transition écologique. Et donc, aujourd'hui, on peut revoir ces premières sessions. On peut dire qu'il n'y a pas de transition sans réparation, qu'une véritable transition, ça passe par la réparation. Que la réparation est au cœur du mouvement écologiste, comme on a évoqué aujourd'hui, et qu'on a évoqué cette idée que la crise écologique ne se limite pas au climat, qui est le plus souvent évoqué dans les institutions, mais que la 6e extinction est en fait le cœur de cette crise, et que la réparation, une approche par la réparation, permet d'enrayer l'extinction. Que la réparation invoque aussi un changement de cosmologie, la réparation de cette cosmologie mortifère pour aller vers une cosmologie organique, vivante.
Également la réparation comme matrice du post-développement, comme Baptiste vient d'évoquer avec cette nouvelle esquisse du projet. Et la réparation comme mode de vie post-industriel. Que la réparation, c'est pas juste des gros projets, par exemple de bulldozer pour les rivières, mais que ça implique aussi le quotidien et notre façon d'organiser nos vies collectivement. Ensuite, au deuxième semestre, on a essayé de faire une sorte de, pas juste un programme vers les sociétés écologiques de demain, mais aussi de montrer qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en cours, que cette société est déjà en train d'être construite, qu'elle est devant nous, qu'elle existe aujourd'hui en partie. Et donc, les sociétés écologiques sont des sociétés de la réparation. Si vous revoyez notre 7e session sous cet angle-là, je pense que c'est assez clair. Ensuite, que réparer les territoires est aussi au cœur des sociétés écologiques, par-delà la vision manichéenne entre ville et campagne. Et enfin, lors de notre dernière session, on a parlé des techniques. Et donc, des techniques de réparation sont des techniques qui sont au service de la vie. Et donc, on débouche aujourd'hui avec cette idée de grande réparation. Et la dernière slide ? Parce que ouais, ça. Donc pour finir, on vous propose de changer l'affiche qui a été présente au début de chacune des sessions, qui s'appelait « Vers les sociétés écologiques de demain ou les problèmes de la transition ». Et on a l'impression qu'après 10 sessions à montrer tous ces problèmes, on pourrait peut-être maintenant changer l'affiche et que « Vers les sociétés écologiques de demain », ce serait la grande réparation. Grande réparation qui est un mot qu'on endosse beaucoup plus facilement que celui de transition, dans le sens où, pour finir sur ça, je pense que c'est quand même important, la notion de transition, elle n'est pas accessible à tout le monde. Elle implique des tas de manières de faire qui sont en fait, en dernier ressort, assez occidentales modernes, alors que la notion de réparation, elle peut se faire depuis n'importe où. Elle peut se faire depuis là où on habite, avec les communautés qui sont les nôtres, avec les outils qui sont les nôtres. Et donc en ça, elle nous paraît beaucoup plus adaptable à l'ensemble des réalités des Suds comme des Nords, des différentes communautés qui peuvent se saisir de ces enjeux-là. Et donc, il nous semblait que le post-développement se fera plutôt avec réparation qu'avec transition. Merci. Ouais, si, vas-y, je t'en prie. Non, mais juste pour appuyer ce que tu dis qui est si important, au départ, quand on avait prévu le cours il y a 1 an, on avait imaginé que la grande réparation était juste en fait le propos de la dernière session. Mais une fois qu'on a fait tout ça au fil de l'année et en préparant chacune de ces sessions, on se rend compte que c'était tout le sens toute l'idée de changer l'affiche était là. C'était l'idée que finalement, on a trouvé notre alternative à la transition, mais qu'il nous a fallu 1 an de boulot pour ça, et que maintenant, c'est le gain que nous, on a, je ne sais pas quel est le vôtre, mais nous, on a travaillé et réfléchi en faisant tout ça, et que donc, on est en possession d'une nouvelle idée que ce n'est pas un effet théâtral, c'est qu'on ne l'avait pas, en réalité, il y a 1 an, en janvier dernier, et d'où l'envie pour s'amuser de changer l'affiche. Voilà. Quelques questions. Oui, quelques questions au chat. Marie-Laure qui nous demande... pardon, je retrouve. Refaire une rivière comme les castors avec des pelleteuses, n'est-ce pas encore une manifestation de l'hubris moderne ? Croire qu'on va refaire comme la nature, n'est-ce pas se redonner un rôle de maître et possesseur ? Oui, bah oui. La réponse est oui. Certes, mais... Ouais, non, la réponse est dans la question. Non, justement, en tout cas, si ça vous intéresse, regardez un peu les différentes choses qui se font sur les enjeux de restauration des rivières, parce que je trouve qu'en termes de réparation, ça pose vraiment des très bonnes questions. Notamment, j'ai pas eu le temps de le mentionner, je vais juste le dire là, vite fait. Il y a une thèse en anthropologie qui a été faite dans le sud de la France, qui s'appelle « Restaurer des rivières à l'ère de l'Anthropocène », qui a été faite par une chercheuse qui s'appelle Marie Lusson, L-U-2-S-O-N. Si ça vous intéresse, allez regarder, parce qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle montre les différentes typologies de restauration. Et elle dit des fois, il y a des restaurations un peu pansement sur une jambe de bois. Des fois, il y a des restaurations où on décide de rien faire du tout parce que c'est la meilleure manière que la vie reprenne ses droits. Des fois, il y a des restaurations qui sont juste des formes de démonstration. Ça fait joli sur le projet, mais en fait, en réalité, ça n'a pas trop de conséquences écologiques. Et en fait, voilà, ces différentes typologies des manières de faire, je pense qu'elles sont extrêmement intéressantes. Et en effet, en dernier ressort, il paraît improbable de restaurer l'ensemble des rivières de la planète avec des pelleteuses, donc il faut qu'on trouve d'autres manières de faire. Peut-être un autre truc que je voulais ajouter, c'était que
une des idées de notre propos aujourd'hui, mais on ne l'a pas dit explicitement, c'est que on ne pense pas à la réparation uniquement à partir de la restauration écologique. Notre concept de réparation est beaucoup plus large et la restauration au sens écologique strictement strict est un des fils qui nourrit le concept qu'on construit de réparation. Je voulais insister là-dessus. Ouais. Et que justement, peut-être dans ça, il y a un enjeu, si on veut peut-être changer la focale et essayer de penser ces questions de réparation, pas seulement d'un point de vue anthropocentré, pas que d'un point de vue humain, c'est quelle est la meilleure stratégie pour que la vie reprenne ses droits. Et ça, en fait, ça dépend des moments, ça dépend des objets ou des sujets du coup sur lesquels on travaille. Mais comment est-ce que la vie, donc se remettre au service de la vie? Comment faire en sorte que la vie reprenne ses droits? Et là, à ce moment-là, en effet, je pense que c'est adapté à chaque projet, mais en effet, il faut arrêter avec cette hubris de croire que c'est nous qui allons tout réparer et tout remodifier. Il y a des tas de moments où il faut juste laisser faire et se mettre en retrait. Ouais. Il y avait une question un peu à propos de l'échelle d'intervention par Pascal. Est-ce que la grande réparation sur tous les 3 chantiers, sol, eau et santé humaine, passe d'abord et avant tout par la justice climatique et environnementale et que celle-ci, donc la justice, doit jouer son rôle de garant pour la non-répétition et réguler les chantiers transformables? Je pense que la justice, c'est tout un chantier pour les sociétés écologiques de demain. La justice, c'est la loi, c'est un des outils qu'on a pour faire cette réparation au niveau un peu de la justice environnementale qui s'occupe un peu des cas particuliers, mais aussi pour prévenir la récurrence. Mais il y a du travail à faire aussi. La justice ne peut pas agir toute seule. Il existe beaucoup de lois aujourd'hui qui ne sont pas appliquées. Daniel Pauly, le biologiste marin, il le dit pour les océans, pour la pêche. Si on appliquait tous les règlements environnementaux, quelque part on ne serait pas si mal. Donc ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose à transformer au niveau des institutions, au niveau d'où se situe aussi le pouvoir de prendre des décisions. C'est pour ça aussi que c'était intéressant pour nous d'évoquer des systèmes de gouvernement plutôt fédéralistes, où c'est des gens qui vivent sur un territoire qui décident de l'avenir de ce territoire. En France, par exemple, au niveau des communes, on peut voter, par exemple, au niveau d'une commune, d'interdire des pesticides. Et puis la préfecture peut venir par-dessus dire « Ah non, mais vous ne pouvez pas faire ça, en fait, c'est autorisé ». Et donc, il y a aussi des questions de démocratie environnementale qui jouent et où la loi ne s'opère pas toute seule. Ça fait partie de tout un système social, culturel, civilisationnel. Et ensuite, sur la question de l'échelle, c'est une question intéressante et ça peut être une des choses sur lesquelles on peut finir toute cette année qui me tient beaucoup à cœur. Cette histoire de l'échelle qui a l'air neutre. En fait, on dirait qu'on parle juste d'un problème technique, petite échelle, moyenne échelle, grande échelle. Elle est hyper chargée en termes politiques, en termes métaphysiques, en termes de sensibilité et aussi sur les questions d'efficacité. La grande attitude du modernisme, de la modernité, de la religion industrielle, je dis religion parce que c'est comme ça que les penseurs de société industrielle l'avaient nommé, c'est que il faut monter à l'échelle. Ce truc de upscale, plus on recherche l'efficacité, plus on doit monter à l'échelle. Et en effet, dans un monde mort, composé de ressources, d'atomes, d'ingrédients complètement inertes, le passage à l'échelle fait sens. C'est-à-dire qu'au lieu de charrier 1 kilo, je vais charrier 1 tonne. Au lieu de charrier 1 tonne, je vais charrier 1000 tonnes. Et plus je vois grand, plus je suis civilisé, et plus je suis puissant, et plus je suis efficace. Ça, c'est vraiment la culture profonde de la société industrielle, et c'est un peu chevillé au corps. J'ai même des collègues entrepreneurs en écologie qui veulent faire des trucs super, qui veulent passer à l'échelle, toujours passer à l'échelle. Ce truc du passage à l'échelle, c'est le réflexe qu'on a, c'est un réflexe très moderniste et occidental de vouloir monter. Et aujourd'hui, vouloir aborder la crise écologique depuis l'échelle planétaire, c'est comme une espèce de promesse d'efficacité, mais c'est l'attitude de la géo-ingénierie. Elle veut prendre le problème, non pas à la racine, mais au contraire par la totalité, par le passage à l'échelle, en disant bon, on a un problème de climat, c'est mondial, on va gérer le problème mondial, c'est les sciences du système Terre. Donc le passage à l'échelle, c'est quand même une attitude plutôt moderniste, plutôt ingénieur, plutôt industrialiste. Et l'écologie, au contraire, culturellement, après il faut voir dans le détail des cas, mais je parle en termes de charge politique de cette question de l'échelle. En fait, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que l'échelle, question qui a une charge
démarche politique. Et du côté de l'écologie, au contraire, l'écologie est une science du local où l'échelle compte, tout change. Lorsqu'on regarde un petit écosystème qui est le maillon d'un écosystème plus grand, tout va changer, la nature des flux va changer. Et donc l'échelle n'est pas neutre pour l'écologie. Et l'écologie, politiquement, est plutôt une pensée du local, du fédéral. Alors souvent, lorsque les institutions mondiales veulent critiquer l'écologie, elles nous résument en disant « Ah, vous, les écolieux, vous croyez que vous allez résoudre le problème avec des écolieux ?» Et elles nous renvoient à la petite échelle, parce qu'elles ont compris que nous, on est sur un éloge du local. Et ça, c'est une guerre un peu idéologique qui se joue dans le manque de crédibilité, soi-disant, de cette approche localiste. Mais je ne veux pas trancher le problème qui est complexe, parce qu'après, il faut voir si on veut régénérer les sols, les eaux et la santé des humains. La question mondiale, elle peut se poser parfois. Il y a des sujets qui sont mondiaux. Mais globalement, en tout cas, il y a cette tendance à entrer par le local en écologie et à entrer par le global et le passage à l'échelle du côté industriel, et c'est tout sauf neutre cette approche-là. Mais quand même, dans un monde vivant, le bottom-up est quand même plus paraît de meilleur augure que le top-down. Un exemple qui me vient sur une approche écologique de masse qui pourtant a été faite intelligemment, c'est dans un État d'Inde, je ne sais plus quel État d'Inde, le gouvernement a décidé de faire une formation gratuite à l'agroécologie pour tous les paysans de cet État. Ça représentait de mémoire 1 million de personnes, je crois, juste de paysans de cet État-là. Et il y a 1 million de personnes en 3 ans qui ont été formées à l'agroécologie, qui ont changé leur pratique. J'aime bien cet exemple parce qu'il est quand même assez impressionnant. On n'est pas dans un écolieu. Donc ça nous permet d'éviter ce reproche qui nous est fait en permanence. On n'est pas dans un écolieu, c'est l'initiative d'un État. Un État en Inde, c'est des millions d'habitants, donc c'est énorme. Et en même temps, ça a été fait de la main à la main, physiquement, avec des gens présents, qui ensuite eux-mêmes ont des petits champs. Donc c'est l'agglutination intelligente de ces petites échelles qui a fait là, je trouve, un bon passage à l'échelle. Et puis, peut-être que c'est ça que tu veux dire, Marin, mais le biorégionalisme répond aussi à cette question de l'échelle. Donc, c'est quelque part, c'est une proposition que le milieu dicte ou fournit l'échelle. Donc, à quelle échelle il faut agir? Bon, pour Takayama Shigehatsu, pour sauver ses huîtres, il fallait agir à l'échelle du bassin versant. Pour résoudre le problème du trou dans la couche d'ozone, y a un produit chimique qu'il fallait interdire au niveau international avec des traités internationaux. Donc, ça dépend un peu du problème auquel on fait face, dans quel réseau, en fait, écologique on est. Mais le bassin versant ou la biorégion, ça fournit une possibilité. Peut-être aussi qu'on pourrait dire que la destruction du monde, elle s'est faite avec des grandes machines et que la réparation ne pourra se faire qu'à hauteur d'homme. Il y a peut-être aussi un truc comme ça, c'est que la réparation, c'est le soin, c'est l'échelle des individus vivants, des choses, des êtres, l'échelle d'un arbre, l'échelle d'une personne, et que donc la grande réparation à l'échelle mondiale, ça paraît un peu contre nature. Sachant qu'aussi, on peut faire des choses assez spectaculaires à cette échelle-là, comme le Green Belt Movement, par exemple. Ça prend du temps et beaucoup de gens. Merci. Oui, on arrête. Merci. Merci.